Avant même de commencer, je vous remercie pour votre fidélité. The Craft Project a besoin de vous pour grandir. Il faut vous abonner, mais aussi abonner de force vos amis et nous mettre 5 étoiles depuis leur téléphone. Laissez-nous des commentaires, parlez de nous autour de vous. C'est comme ça qu'un podcast se fait connaître. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Aline HD et Clément de Marson. Aline est créatrice de décors en papier. Clément est un tourneur sur bois qui tourne beaucoup d'autres matières. Deux artisans, deux passionnés, deux amoureux. Aline et Clément partagent un atelier coloré aux ateliers de Paris. Chacun d'eux a commencé à explorer sa propre route avec talent. Et aujourd'hui, ils rêvent de dessiner et de fabriquer des objets ensemble. C'est émouvant pour The Craft Project d'assister à la naissance de cette aventure d'artisan. Bonjour Aline HD et Clément de Marson. Bonjour. Bonjour Raphaël. Elle a commencé comment votre vie créative ? On va commencer par vous Aline. Vous étiez une enfant créative déjà ? Oui, assez créative. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui faisait de la sculpture. C'était son passe-temps. Sur quelle matière ? De la terre. Ouais. Elle faisait du raku également. C'est quoi du raku ? Une technique japonaise sur de la céramique. Pour D'accord. avoir des sortes d'écailles. Lorsqu'on sort la cuisson du four, on le met dans un tonneau avec de la sciure de bois. Et en fonction de la météo qu'il y a dehors, ça crée des petites craquelures. Elle avait un petit atelier à la maison ? Oui, à la maison. Et vous, En fait, vous manipuliez, vous alliez traîner dans l'atelier ? moi, j'avais la chance d'avoir mon propre atelier. Petite ? Oui. Du coup, je me créais tout ce que j'avais besoin à partir de carton. Voilà. D'accord. Donc, je me suis fabriqué un ordinateur, je me suis fabriqué plein de choses, un appareil photo, des choses comme ça. Et puis, il y avait une troisième pièce, c'était l'atelier de mon papa. Et là, il avait plein d'outils. Alors, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à le regarder fabriquer des choses. Voilà. Je passais également beaucoup de temps à dessiner. Les couleurs étaient très importantes assez rapidement dans ma vie. J'avais une collection extraordinaire de feutres. La chance. Oui. Et du coup, quand vous avez décidé de mettre la créativité dans votre vie, déjà scolaire, ça a été bien perçu par vos parents ? Oui, tout à fait, oui. À quel moment vous avez fait ça ? Vous êtes quand même allé jusqu'au bac ? Alors moi, j'ai eu la chance de savoir très rapidement que je voulais travailler dans la création, donc j'ai fait un bac art appliqué. Et puis j'étais très rapidement attirée par les matières, du coup je me suis dirigée vers un BTS design textile, où j'ai eu l'opportunité d'explorer plein de matières différentes. Ensuite, j'ai continué avec un diplôme supérieur d'art appliqué à l'école du Perret, en mode et environnement. Où là, Ça veut dire quoi, mode et environnement ? C'est très vague pour moi. On fait quoi comme métier avec mode et environnement ? C'est un peu fourre-tout, à vrai dire. En fait, la particularité de ce DSA, c'est qu'il regroupe plein de personnes issues de divers profils. Donc, il y avait aussi bien des gens qui faisaient de l'espace, de la publicité, de l'illustration. Il y avait une marionnettiste. Voilà, donc c'était très varié. Donc, ça regroupe à la fois les arts appliqués et les métiers d'art ? Ça un peut, diplôme oui. comme celui-là. Ouais. Mais vous n'êtes pas allé vers les métiers d'art, particulièrement vers la matière. Vous êtes allé Non. plus vers la conception. Oui, Pourquoi ? c'est ça. Parce que vous étiez quelqu'un de la matière. Oui, c'est ça, mais peut-être... Vous n'avez pas osé ou vous vous êtes dit que c'était une meilleure stratégie professionnelle ? Peut-être un défaut d'orientation, parce qu'on m'a pas trop fait la pub des métiers d'art, en fait. Ouais, c'est intéressant. Vous aviez peur, en fait, d'aller dans une orientation métier d'art. Vers quoi ça pourrait vous mener ? Oui, peut-être, oui. C'était peut-être plus sécurisant de passer par les arts appliqués. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi votre métier ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors aujourd'hui, je suis designer papier. Je crée des décors pour diverses marques à partir de ce matériau. Ça peut être des décors pour des vitrines, pour des shootings photos. Je crée également du contenu pour les réseaux sociaux.
Du contenu pour les réseaux sociaux, ça veut dire des décors en papier qui vont servir de mise en scène pour des photos qui vont être utilisées sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas photographe vous-même, si? Non, je mets en avant des produits en fait. Parce que quand vous dites que vous êtes designer papier, on n'entend pas ce que moi je sais que vous faites, c'est qu'en fait c'est vos petites mains qui fabriquent tout ce qu'on voit. Oui, tout à fait, oui. Oui, je fabrique les décors intégralement de A à Z. Je choisis mes papiers et je conçois les décors dans mon atelier. Et vous avez fait notamment travailler pour les vitrines d'une grande maison que tout le monde connaît. Est-ce que vous avez le droit de la citer? Oui, bien sûr. C'est laquelle? J'ai eu la chance de travailler pour la maison Hermès à plusieurs reprises. C'est vrai que c'était une très belle opportunité pour moi. Ils m'ont laissé carte blanche pour explorer le thème de l'année, qui était le sens de l'objet. Et vous avez travaillé sur votre matière, le papier. Qu'est-ce que vous aimez dans le papier? Pourquoi c'est ça votre matière à vous? Ce que j'aime dans le papier, c'est que c'est un matériau universel. Tout le monde a un rapport au papier, tout le monde en possède chez lui. C'est quelque chose qui est très accessible et on n'a pas besoin d'outils extraordinaires pour le modifier. Donc à travers des procédés relativement simples, comme une simple découpe ou un pli, on peut le sublimer très rapidement. D'accord. Alors, Clément de Marson, vous êtes là, on vous entend pas depuis tout à l'heure, mais ça y est, c'est votre tour. Et alors vous, elle est arrivée comment, la créativité et la vie manuelle dans votre vie? Vous étiez comment petit? Comment j'étais petit? Déjà, j'étais pas forcément dans une famille très très créative. Je viens d'une famille de professeurs de PS, voilà, donc le sport est au cœur de la famille. Et donc moi, j'ai pris un petit peu le tournant et tout petit, ouais, je commençais déjà à créer des choses avec du carton. Au final, un petit peu comme Aïn, celle où on se rejoint en fait quand on était gamin. Donc je crée des objets, des jeux en carton avec des agrafes et puis du scotch. Et puis voilà, c'était parti, je fabriquais mes jeux moi-même. Et comment ils vivaient cette particularité-là, vos parents? Votre aspect manuel c'était accepté chez vous? C'était valorisé? Ah ouais, c'était accepté, ouais. Et puis c'était valorisé, ouais. Non, ils étaient ouverts à ça. D'accord. Ouais. Et alors, vous avez fait boule? C'est ça. Après le bac? Après le bac. Comment exactement. Vous saviez que c'était à Boule qu'il fallait aller? Vous connaissiez cette école? Vous en rêviez? J'ai connu cette école en seconde et oui, du coup après, une fois que je l'ai connue, ouais, j'en ai rêvé pas mal de fois, ouais. Et vous êtes entré sur quelle spécialité, sur quel savoir-faire? En tournage d'art, en tournage sur bronze. Voilà. Donc vous avez eu Olivier Le Bossé qu'on a podcasté. Exactement. En professeur. Voilà. Donc vous avez fait tournage d'art en bronze à Boule, mais ça. Aujourd'hui je suis dans votre atelier et je ne vois que du bois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, ouais, j'ai eu beaucoup plus de commandes après l'école en bois qu'en bronze. Du coup, forcément, j'ai tourné plus de bois. Mais vous êtes formé sur l'ébénisterie aussi. Vous avez été formé à l'ébénisterie. Un petit peu, ouais. J'ai fait un petit peu d'ébénisterie, ouais. Finalement, en tant que tourneur sur bronze, on peut en fait passer d'une matière à l'autre comme ça, switcher. Ouais, oui, surtout avec l'enseignement d'Olivier. Ce qu'il nous enseigne, en fait, c'est génial. Il nous apprend des techniques et une manière de réfléchir, en fait, qu'on peut appliquer à n'importe quel métier après. C'est ça qui est chouette. Et qu'on peut appliquer à n'importe quelle matière. On arrive à l'appliquer sur le bronze, mais on peut l'appliquer aussi sur le bois après, sur l'acier, etc. Et on peut se débrouiller. Voilà. Et alors Clément, vous êtes hybridateur de matériaux, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça veut dire quoi? C'est un nom un peu farfelu. Hein. Ah non, mais racontez, ça me fait rêver. En fait, moi je suis passionné vraiment par la matière. Du coup, j'ai commencé par le bronze et le bois, là, tout à l'heure. Mais très très vite, j'ai élargi, en fait, j'ai ouvert les possibilités. C'est ça qui est génial avec le tournage, c'est qu'on peut tout mettre sur un tour, en fait. Dès que l'outil est plus dur que la matière à usiner, on peut la façonner. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et j'ai tout de suite compris ce mécanisme-là. Donc racontez-moi des matières farfelues. Des matières farfelues, il va y avoir de la corne, de l'ivoire, de mammouth. Le mammouth, voilà, on peut le travailler. La molaire de mammouth, les dents de mammouth, ça se travaille, ça c'est vraiment incroyable. Il va y avoir tous les métaux, hein, que ce soit l'or, l'argent, etc. Ça se travaille très bien. Vous avez déjà travaillé tout ça? Ouais, sans souci. Après, tout ce qui est plastique, plexiglas, etc., toutes les noix de banksia, noix de corozo, etc., les bois précieux, le cuir aussi. Non, on peut tout faire, en fait. Pas sur un tour, le cuir? Ben si, ouais. Il faut le contrecoller. Ah oui. Contrecolle, on prend de la grosse croûte de cuir de 5-6 mm qu'on contrecolle, et puis après, ça nous fait l'épaisseur pour usiner. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, hybridateur de matériaux. Donc voilà, l'idée d'hybrider, c'est vraiment de réunir plusieurs matières entre elles. Voilà, c'est ça. Mais vous aviez pas un amour tout particulier pour le bronze? Ah bah si. Pourquoi? Pourquoi vous aimez le bronze? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette matière? En fait, il faut aussi l'associer au bois. Moi, je pense qu'il faut l'associer au bois. Les deux vont ensemble. Hein. Pour moi, elles sont opposées, mais elles sont toutes les deux incroyables. Le bois, lui, il a ce côté vivant et on peut pas le maîtriser. Le bois, c'est lui qui va nous guider, alors que le métal, on peut un peu plus le maîtriser.
Je sais pas comment expliquer, ouais, c'est aussi Aujourd'hui, un en coup de tout cas, cœur, c'est quoi. vos deux matières. C'est mes deux matières aujourd'hui, ouais, carrément, ouais. Le bronze et le bois, ouais. Alors là, on est dans un atelier, c'est la première fois que je fais un podcast en duo. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Eh ben, on s'est rencontrés aux ateliers de Paris, parce qu'on a tous les deux fait les ateliers de Paris, donc moi après l'école Boulle, et Aline, toi, tu l'as fait après. Je l'ai fait une fois que je me suis mise à mon compte en freelance. J'ai intégré l'incubateur des ateliers de Paris. Vous étiez voisins? Non, on n'était pas dans le même bâtiment, pas, donc ouais. on se croisait pas souvent. Mais il y a un salon qui nous a réunis, c'est le salon Révélation. Et du coup, on a été amenés à passer une semaine ensemble. Sur le même stand Oui. des ateliers de Paris? Tout à fait. C'est ça. Donc il y a 2 ans maintenant. Donc là, on a eu l'occasion de faire plus ample connaissance. Et du coup, ça a bien matché en termes de créativité. Depuis, on travaille ensemble sur de nombreuses collaborations. D'accord, alors comment le papier, le bois et le bronze se mêlent? Racontez-moi un exemple. Alors, on n'a pas forcément fait de projet où toutes ces matières s'entremêlent, mais c'est des savoir-faire ou des petites astuces. Moi, je suis plus spécialisée dans la couleur, la conception de motifs en 2D. Oui, c'est ça, Aline, elle est plus dans le côté 2 dimensions, moi je suis plus dans le côté 3 dimensions. J'apporte mon aspect technique de la matière, de comment on va lier certaines matières entre elles, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un designer et un artisan d'art ou vous êtes quand même chacun les deux? Moi, je pense qu'on est chacun artisan d'art et chacun un designer, mais on est complémentaires à chaque fois dans chaque domaine. Autant dans l'artisanat que dans le côté créa-design. Donc aujourd'hui, vous avez chacun votre atelier et vous mêlez vos compétences respectives sur des projets, mais vous avez dans l'idée de mener un 3e projet qui serait vraiment votre bébé Oui, tout à fait. en duo. Alors c'est quoi le rêve de ce projet? Racontez-nous, comme ça on pourra suivre son aventure. Alors, le rêve de ce projet, c'est de pouvoir aller voir nos clients en étant une seule entité et non plus 2 entités différentes, former un vrai binôme et pouvoir vraiment communiquer sur nos 2 compétences communes, parce que jusqu'à présent, sur les projets, c'est plutôt l'un ou l'autre qui est mis en avant et on a vraiment cette envie d'être au même niveau tous les 2 sur les projets. C'est important pour nous. D'accord. Et aussi, l'idée, c'est de commencer à créer des œuvres, créer nos propres collections tous les 2. Voilà. Des objets finis Des objets finis, voilà. que vous pourriez directement vendre au grand public Tout peut-être? à fait, ouais. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, vos clients, c'est les professionnels, c'est les marques, Eh c'est oui, les décorateurs. Aline, vous travaillez sur les vitrines, sur les mises en scène, et Clément, vous, sur le prototypage, par exemple. C'est Ouais, quoi sur vos le- types de commandes? Voilà, ouais, du prototypage, des objets finis aussi en tournage. Et puis, au final, beaucoup de set design maintenant pour les grandes maisons, quoi, pour les grandes marques. Set design, c'est les vitrines? C'est la mise en avant de produits, en fait. Donc, que ce D'accord. soit des vitrines, que ce soit mise en avant de parfums, de plein d'objets, de vêtements. Comment vous les etc. trouvez, vos clients? En fait, c'est eux qui viennent à nous. Je pense que ça fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux parce qu'on a des métiers qui sont très visuels. Comme on travaille beaucoup la couleur, ça attire l'œil forcément. Ouais. Donc Instagram est très important Oui. pour vous. Oui, très important, oui. Vous avez combien de communautés aujourd'hui? Vous avez une grosse communauté ou c'est une communauté très pointue? Oh, c'est quand même assez pointu, hein. Je pense qu'on est à Quelques milliers. 3000 followers, quelque chose comme ça. Aline HD et Clément de Marson, facile à trouver. Voilà. Tout à fait. Il faut aller les voir. Vous allez faire un Instagram commun, du coup? Oui, Oui, oui. Alors comment ça va s'appeler? Ça, c'est le grand questionnement du moment. On a plein de noms sur notre liste. On n'est pas encore sûr du choix. C'est comme pour les bébés. C'est ça, exactement. On raye, on renote. Voilà, on demande conseil à nos parents, à nos amis. Et c'est comment de travailler à 2 toute la journée? Vous vous disputez? Non, pas plus que ça en fait, au final. Non, comme on est complémentaires, ça va, on a chacun en fait nos spécificités, nos spécialités, et du coup, non, on se marche pas dessus, c'est ça qui est bien. Si on avait les mêmes spécialités, je pense qu'on se marcherait dessus, mais là, ça fonctionne très bien. Quand vous avez découvert la façon dont Aline travaillait, les outils qu'elle utilisait, son approche à elle de la matière, est-ce que ça a transformé d'une certaine manière votre approche à vous, de votre métier, de votre technique? Déjà, ça m'a poussé à aller encore plus loin, à être encore plus perfectionniste, à aller encore plus loin, parce que Aline, elle va très très loin, elle est très 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 perfectionniste. Ouais, dans la minutie, c'est Voilà, impressionnant. ouais, il y va à la pince à épiler, hein, donc... Puis d'autre part, elle m'a vraiment formé aussi au graphisme, si je puis dire, ouais, au côté graphique des choses, des objets, que j'avais pas forcément l'esthétique, on acquis. peut À dire l'esthétique, ouais, voilà, l'esthétique, que j'avais pas forcément acquis à l'école. Et Aline, même question à l'opposé? Et Clément, il m'a aussi aidé à me perfectionner, d'avoir un œil
plus pointu et plus exigeant. Parce que moi, j'ai ma pince à épiler, mais lui, il a son pied à coulisse. Donc, il travaille au centième de millimètre près. Donc, finalement, à ce niveau-là, on s'entend bien. Et avec Clément, j'ai appris à créer des structures pour mes décors. Des choses qui sont en dessous, mais qui ne se voient pas, mais qui sont tout aussi importantes que ce qui est à l'extérieur. Ah oui, bien sûr. Et donc là, j'ai beaucoup appris avec lui à ce niveau-là. Alors j'ai une question dans le Craft Project, c'est celle des anges gardiens. Je ne sais pas si vous avez les mêmes. Vous avez des anges gardiens qui vous ont guidé dans votre parcours d'artisan d'art? Et ben moi en fait on en a parlé tout à l'heure, ça va être Olivier Le Bossé. Ouais, ça a été vraiment un ange gardien. Ouais. Tout ce que j'ai appris avec lui et que j'applique maintenant, ouais, c'est inestimable. Vous restez en lien avec lui, vous lui racontez ce que vous faites, ce que vous devenez? Eh ben pas assez. Ouais, on reste quand même en lien, bien sûr. Et vous Aline, vous avez un ange gardien qui vous a guidé? Alors moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un maître. En papier, il n'y a pas de formation en fait qui est dédiée à ce matériau, malheureusement. Du coup, j'ai une autre rencontre déterminante dans ma carrière, c'est celle de mon agent, Morgane Lefrançois, qui a su déceler mon talent, si on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. Au tout début, j'avais fait 2-3 découpages et elle a cru en moi très très tôt. Et elle m'a demandé de pousser ça le plus loin possible. Elle m'a dit qu'elle me prendrait sous son aile et c'est ce qu'elle fait toujours. Et ensemble, on a réussi à travailler avec de très belles maisons. Justement, sur la vie économique, vous vivez bien de vos métiers chacun? Vous êtes content? Vous pouvez nous dire vos chiffres d'affaires, vos salaires? Alors moi, je suis très mauvaise gestionnaire. Je ne m'occupe absolument pas de mes devis. C'est mon agent qui s'en occupe. C'est aussi une grande chance pour moi. C'est une grande chance. J'ai mon comptable de l'autre côté qui s'occupe de l'autre partie. Donc à ce niveau-là, je suis bien entourée. Mais c'est vrai qu'on passe énormément d'heures, surtout quand c'est des décors de vitrine, parce que c'est du jetable. Donc ça dure quelques mois. Quand c'est un shooting photo, ça dure quelques heures. Donc c'est souvent sous-payé quand on comptabilise le nombre d'heures passées en fait. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, vous trouvez que vous êtes confortable, ça va? Ça pourrait être plus confortable, mais c'est pour ça qu'on souhaiterait développer davantage nos pièces personnelles, des œuvres qui puissent être estimées à leur juste valeur. Et c'est possible ça avec le papier? On va réussir à convaincre le marché que même sur un matériau qui n'est pas durable, le temps passé il est le même, l'œuvre créée elle est la même. Parce que je comprends que vous ayez des difficultés finalement à vraiment caler votre prix et vendre votre travail au budget qu'il mérite en fait. Vous sentez que ça change peut-être ça chez vos clients? Ils commencent à comprendre ça? Il n'y a pas trop de problèmes de compréhension à ce niveau-là, c'est juste que les clients ont du mal à payer le travail à sa juste valeur quand il a une durée de vie de quelques heures sur un shooting. C'est pas la matière, c'est la durée de vie qui fait ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais les œuvres que j'ai eu la chance de vendre à des particuliers, il n'y a aucun problème à ce niveau-là pour qu'elles soient vendues à un prix juste. D'accord. Ouais. Et vous, Clément, vous avez tout de suite vécu de votre travail puisque vous avez directement monté votre atelier après l'école? Ouais, c'est ça, ouais. Donc vous êtes payé tout de suite. Et non. Non, et non. Vous n'êtes pas payé. Eh ben non. Ça aurait été trop beau. Bah oui, je me disais que ça aurait été magnifique. Non, mais non, il y a toujours une transition, une période où il faut faire autre chose à côté ou alors il faut être aidé. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai été un petit peu aidé financièrement par mes parents. Ouais. Et puis après le reste c'est moi qui l'apportais, mais puis après j'ai fait le bout quoi. Au bout de 2-3 ans, j'ai fait le bout, ouais. Ça veut dire quoi, j'ai fait le bout? Eh ben, j'y arrive, je suis autonome. Mais oui, ça vient d'où cette expression? Vous venez d'où, Clément? De l'Aube, ouais, c'est ça, en Champagne. Ouais, j'ai fait le bout, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais maintenant, j'en vis mieux. Ouais. J'en vis mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident et il faut faire des petits boulots à côté. Alors moi, j'en ai un assez atypique à vous raconter. Pendant 1 an, j'étais veilleuse de nuit dans une résidence de luxe. Donc la nuit, je veillais derrière mes petites caméras. Et le jour, j'allais à l'atelier. Donc je dormais à peu près 1 heure par nuit, entre deux. Et vous travailliez pendant que vous veilliez ou... Oui, j'emmenais de quoi continuer à travailler sur place. Et du coup, ça m'a extrêmement motivée à faire en sorte que mon activité démarre rapidement, en fait. C'était impossible de tenir. En fait, c'était une sacrée aide avec le recul, parce que j'aurais pas pu faire ça plus longtemps. Et du coup, je comprends pourquoi c'est arrivé sur ma route, en fait. Et vous, Clément, il y a quand même un investissement de départ, plus que pour Aline, parce qu'il y a des sacrées machines là dans votre atelier. Comment vous avez financé ça? En fait, ça se fait au fur et à mesure. Tout de suite, j'ai pas pu acheter 5 grosses machines, c'est pas possible, quoi. C'est un trop gros budget. La machine que j'utilise principalement, c'est un tour, voilà, pour tourner. Et du coup, ce tour, je l'ai acheté avec mes économies au départ. C'est combien un tour? Un tour comme celui-là, c'est 1 500 € à peu près, voilà.
Et petit à petit, dès que vous avez un peu... Voilà, c'est ça, en fait, au fur et à mesure des projets, on se paye pas et on réinvestit à chaque fois. Ouais. Mais vous habitez où ? On habite à Pantin. D'accord. Voilà. Et vous avez mal où, vous, Aline, le soir ? Alors moi, j'ai la chance d'avoir Clément dans mon atelier et en fait, il est super fort pour trouver des petites astuces pour qu'on ait pas mal. Ah oui, d'ergonomie, de position. Oui, donc il passe beaucoup de temps à me regarder travailler et il bricole rapidement, même sans me le dire. Et puis il me ramène un petit outil pour que ça aille mieux, pour que ça soit plus rapide et moins douloureux. Voilà. Puis après, on a le droit de citer son co-atelier comme ange gardien aussi. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. C'est vrai qu'on est ange gardien l'un pour l'autre, je pense. Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même typiquement un bon boulot d'ange gardien. Ouais. Et puis, on a aussi investi dans on a un grand plan de travail au milieu de notre atelier qui est amovible. Et du coup, on peut le lever ou le descendre en fonction de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est sacrément chouette pour travailler. Du coup, on ne se casse pas le dos. C'est ça, parce que vous, c'est des longues heures répétitives sur une même tâche. Parfois, on travaille debout, parfois, on travaille assis. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Clément, vous avez mal où, vous ? Je fais gaffe déjà à ma position, mais c'est plus aux mains. Des fois, on fait des choses qui nous demandent à pousser ou à tenir vraiment très fort avec les mains et les doigts. Donc de temps en temps, c'est les mains, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans l'atelier quand vous travaillez ? Parce que là, j'imagine en fait du travail très calme, très minutieux, très répétitif. Vous écoutez quoi, à part les podcasts Craft Project ? En fait, on est podcast addict. C'est vrai ? Ouais. On adore Les Pieds sur Terre. Ouais, quoi d'autre ? Ouais, de tous les podcasts de France Culture, France Inter et... Transfert. Transfert, ouais. On est fan de Transfert, de Slate en général. Et des podcasts après d'entrepreneurs. Il nous faut des modèles, quoi. Ça, c'est super important dans nos métiers. Il nous faut des business models. Le Gratin, on les a tous écoutés. Le Gratin, ouais. Et puis des podcasts sur la nourriture, quoi. On est fans de nourriture tous les deux. Ce que vous savez pas, c'est qu'on a un atelier, mais on s'est installé une petite cuisine parce qu'on passe beaucoup de temps ici. Moi, je le sais, la cuisine est minuscule. Il y a plus d'épices que d'assiettes. Il y a tout un mur magnifique avec des petits flacons en verre remplis d'épices de toutes les couleurs, avec le nom parfaitement écrit. Même les outils, ils sont rangés parfaitement. Il y a des maisons de poupées, toutes les couleurs, avec tous les barres de fenêtres qui sont parfaitement droits, alignés. C'est minutieux, c'est parfait. Donc, j'imagine même pas comment vous cuisinez. Pour tout vous dire, c'est plutôt Clément qui cuisine. Il adore expérimenter aussi au niveau de la cuisine pour mon plus grand plaisir. Et qu'est-ce que vous aimez tous les deux dans le podcast de Craft Project ? On adore rentrer dans l'atelier des gens. Ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. De savoir comment ça se passe, les difficultés, les joies, les peines, le quotidien, quoi. Ça, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment la réalité des choses. C'est ça qui est chouette. Et puis après, oui, pousser un petit peu plus au niveau histoire. Quel a été le vécu enfant des artisans. Ça, c'est super intéressant en général de connaître le passif. C'est quoi le rêve ? Vous serez où dans 10 ans, tous les deux ? Eh ben, je pense qu'on sera à la campagne. Ouais. Tranquillement, avec un grand atelier d'au moins 200 mètres carrés. Voilà. Oui. Ici, il fait quelle taille l'atelier dans lequel on est là ? Ici, il fait 73 mètres carrés. Ouais. Et on commence déjà un peu à pousser les murs. On fait des mezzanines là pour stocker. Pour agrandir. Ouais. Et quand il y a une grosse commande, du coup, il y a des petites mains qui arrivent de partout et qui viennent travailler ici ? Oui, tout à fait, ça arrive parce que les commandes qu'on a, il faut souvent aller très très vite. Parfois, on a une semaine, parfois même moins. Du coup, les personnes qu'on a formées en stage, on les reprend en freelance. Ils sont ravis de rejoindre l'équipe, ponctuellement. Et nous aussi, on est ravis de les revoir. Alors, c'est la question de la baguette magique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Aline et Clément, avec ma baguette magique de fée des métiers d'art ? Vous m'avez l'air déjà tellement heureux. Eh ben, c'est de mener à bien ce projet d'école autour des métiers d'art. Parce que comme je le disais tout à l'heure, autour du papier, il n'y a pas de formation. Et ça, c'est quelque chose qui me rend profondément triste. Pour moi, c'est important de transmettre et d'accompagner les gens qui ont envie de travailler également ce matériau. Et du coup, moi, je serais très heureuse de vous accompagner dans ce projet-là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter d'autre, Clément ? Que notre duo fonctionne en tant que tel, tu vois.
que nos collections d'objets fonctionnent et qu'on vende plein de beaux objets. Voilà. Continuez à vivre de votre passion. Bah oui, voilà, continuons à en vivre, c'est ça. Faire des décors encore plus fous. Parce qu'on Ouais, faire des décors fous, oh là là, ouais. C'est fou en termes de taille, monumentaux. En fait, on adore quand c'est des défis où dès qu'on raccroche le téléphone, on se dit « Oh mon Dieu, comment on va faire ?» Ça, c'est nos projets préférés. Alors ça, faites gaffe parce que c'est typiquement un truc que je vais faire. C'est parfait. Merci Aline et Clément. Merci Raphaël. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiersRares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Bah ça va, on n'a pas dit que vous étiez amoureux. On a dit qu'on habitait à Pantin. Hein. Ils sont des bisous. Bon mais oui, ce projet d'école là, c'est top ça. Ouais, c'est trop bien. Bah oui, bien sûr, on en rêve. C'est que plus on réfléchit au projet, plus on rentre dans l'histoire et plus on se rend compte à quel point il faut des forces physiques, financières, de projection, d'intelligence, de réseau. Faut le faire, c'est tout, il faut le faire maintenant parce qu'en effet, il y a une inquiétude profonde, douloureuse sur l'avenir des métiers d'art en termes de transmission. Justement, quand on en parlait tout à l'heure, des réformes qui sont faites en ce moment sur le diplôme national des métiers d'art, qui remettent en cause les heures d'atelier dans les formations au profit des heures de design, parce que ça fait plus rêver les élèves, parce que ça rassure les parents, mais du coup, les heures de formation en atelier, elles sont plus au niveau, les élèves sortent avec un niveau insuffisant, ils apprennent plus le dessin technique, il y a plus que 10 heures par an au lieu de 3 ou 4 heures par semaine à l'époque des anciens boulistes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui inquiètent, mais bon, on écoute pour l'instant, le podcast, c'est une première étape aussi, c'est d'écouter chacun pour comprendre quelle est la première urgence. Là, ce qui semblerait, c'est que la première urgence, c'est d'identifier et de communiquer sur la façon dont les écoles des métiers d'art qui existent sont transformées au détriment des enseignements techniques. Le comprendre pour pouvoir l'expliquer. Peut-être pour pouvoir modifier les choses, je ne sais pas si c'est encore possible. Et après, peut-être créer une formation complémentaire, en plus de celle qui existe, pour apprendre ce qui n'est plus appris à l'école. Le dessin tout court, le dessin technique, le modelé. Les élèves qui sortent au niveau CAP à Boulle, ils ont à aucun moment touché la matière, le modelé en fait. Et ça, c'est très dommage et c'est un vrai problème ensuite sur leur travail et sur leurs compétences techniques. On est de plus en plus nombreux, mais comme vous, à dire, voilà, il y a un projet d'école, on reçoit des courriers, mais tout le temps. On veut réfléchir avec vous, on veut avancer avec vous, ça nous intéresse. Et le Craft Project, il construit déjà cette famille-là. Ouais, c'est vraiment chouette. Et on a écouté le podcast de La Médium. Il y a Gaëlle Didier, elle a dit qu'on allait y arriver. Bah oui. Eh ouais, c'est trop bien. Bah ouais, nous on y croit. À fond. Bah oui. Ouais.